Pendant 4 longues années, une histoire d'une violence inouïe est restée dans l'ombre. Et puis, tout récemment, le youtubeur Akram Junior a tout raconté. Il a livré un témoignage détaillé, très personnel, sur le homejacking et la séquestration que lui et sa famille ont vécu. Aujourd'hui, on va revenir sur ce récit, pas seulement pour comprendre les faits, mais surtout pour saisir l'ampleur des cicatrices qu'un tel drame peut laisser. Arrête, on a ta famille. Ces quelques mots, c'est ce qui fait tout basculer. Imaginez, il est en train de se battre seul contre 2 âmes dans sa propre chambre. Et là, cette phrase, elle le paralyse net. D'un coup, il ne s'agit plus de sauver sa peau, mais de protéger sa famille, prise en otage juste à côté. Le combat s'arrête là. C'est la soumission, forcée pour les garder en vie. Alors, la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi avoir attendu si longtemps ? 4 ans pour parler d'un événement aussi traumatisant. Eh bien, Akram Junior l'explique très clairement. C'était un choix délibéré de garder cette épreuve pour lui, pour sa famille, par pudeur, bien sûr, mais surtout, il ne voulait pas faire de leur souffrance un spectacle, un contenu sensationnaliste. 4 ans, c'est long. C'est le temps qui s'est écoulé entre l'agression, en août 2021, et sa prise de parole. Cette durée, elle en dit vraiment long sur le poids de ce secret, et sur le temps qu'il faut pour ne serait-ce que commencer à se reconstruire après un choc pareil. Alors, quel a été le déclic? Pourquoi maintenant? En fait, c'est le procès aux assises qui a tout changé. La famille se préparait enfin à avoir des réponses, à tourner une page. Et là, coup de théâtre, le procès est reporté. Face à ça, et voyant l'affaire sortir dans les médias, il a décidé que c'était le moment de reprendre le contrôle du récit, de raconter son histoire, avec ses propres mots. Pour vraiment mesurer l'horreur de ce qui s'est passé, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La famille était déjà dans une période hyper compliquée. Leur bébé, à nouveau-né, venait de subir une opération à cœur ouvert, 1 mois de réanimation. Ils étaient épuisés, à fleur de peau, dans un état de vulnérabilité totale. Le déroulé des événements de ce matin-là fait froid dans le dos. Tout commence vers 5 heures du matin. Il vient de finir un vocal. Et là, son chien, qui d'habitude est très calme, se met à grogner. C'est un premier signal d'alarme. Il sort, regarde, ne voit rien et retourne se coucher. Et puis vers 9 heures, il se réveille, pas à cause d'un bruit, mais à cause d'une présence. Un homme, cagoulé, debout, qui le regarde en silence. Sa réaction est purement instinctive. Il ne réfléchit pas. Nu, il saute sur l'agresseur. Une bagarre très violente éclate. Il arrive à prendre le dessus, mais il comprend vite qu'ils sont plusieurs. Un deuxième homme l'attrape par derrière. La situation est complètement déséquilibrée. Lui, seul, sortant à peine du sommeil, contre 2 types armés, organisés. Et c'est à ce moment-là que la phrase fatidique est prononcée. Alors qu'il est en train de se faire étrangler par les 2 hommes, l'un d'eux lui dit qu'ils ont sa famille. Il réalise alors qu'un 3e complice est dans la maison d'à côté et qu'il tient en joue sa mère, sa compagne et ses 3 jeunes enfants avec une arme à feu. À partir de là, toute résistance est vaine. C'est terminé. Ce qui est frappant, c'est l'organisation des agresseurs. Il y avait une répartition des rôles très claire. Akram Junior décrit 3 profils. Il y a le chef, celui qui mène la danse, qui parle, qui donne les ordres. Il y a l'exécutant, le bras armé, le renfort physique. Et enfin, le tireur, dont le seul but est de maintenir une pression psychologique insoutenable sur la famille. Et l'enfer ne dure pas quelques minutes. Non, ça dure plus de 2 heures. 2 heures de séquestration, 2 heures de menaces, de fouilles, où la famille est baladée d'une pièce à l'autre, séparée, puis regroupée, dans la peur constante que tout dérape. C'est cette durée qui transforme un cambriolage, même violent, en un traumatisme psychologique majeur. Et puis, au milieu de tout ce chaos, le chef lâche une information qui glace le sang. Ce n'est pas un hasard. Il lui dit « Ça fait 9 mois qu'on est sur toi ». Il sous-entend même qu'ils ont été envoyés par quelqu'un, un commanditaire. Cette révélation, c'est terrible. Ça ajoute une couche de paranoïa à la terreur. Ils n'ont pas été une cible au hasard, non. Ils ont été choisis, étudiés, surveillés. L'attention ne retombe pas. Au contraire, frustré parce qu'il ne trouve pas assez de choses de valeur, le chef s'énerve et le frappe en plein visage, très violemment, avec le sac à main de sa propre mère. Le visage en sang, Akram Junior réagit, il se défend et met l'agresseur KO. Il pense peut-être pouvoir reprendre le dessus, mais non, le 2e sort un couteau et le 3e menace de tirer sur sa mère. Encore une fois, il est obligé de tout arrêter. Maintenant, il faut parler de ce qui ne se voit pas. Une fois les agresseurs partis, la violence physique est terminée. Mais les blessures les plus profondes, elles, ne font que commencer à s'ouvrir. C'est l'impact psychologique sur chaque membre de la famille, des adultes jusqu'aux tout petits. Et c'est ça la véritable tragédie de cette histoire. Ce traumatisme, il est dévastateur. Son petit garçon de 5 ans est tellement terrifié que ses lèvres en deviennent bleues. Sa sœur, qui a tout entendu, cachée, est tétanisée. Tétanisée au point de ne plus se souvenir du numéro de la police. Lui, il est rongé par la culpabilité, le sentiment d'avoir échoué à protéger sa famille. Et pour tout le monde, la maison devient un lieu hanté.
Ils n'y ont plus jamais dormi. Plus jamais. Cette phrase d'Akram Jr., elle est terrible, mais elle rend le stress post-traumatique tellement concret. Pendant des années, le quotidien de la famille est rythmé par la peur, le moindre bruit suspect, une porte qui claque. Et pour les enfants, c'est l'horreur qui recommence. Ils se recroquevillent, ils hurlent. C'est une cicatrice invisible qui empoisonne chaque moment de la vie. Abordons maintenant la suite de l'histoire. Après le choc, il y a la longue quête de justice. Un parcours judiciaire complexe et qui, on va le voir, est encore loin, très loin, d'être terminé. Le chemin est long, vraiment. 1 an après les faits, jour pour jour, la police arrête enfin les 3 suspects. Mais la machine judiciaire est lente. Il faut attendre près de 4 ans pour que le procès s'ouvre. Et là, c'est la douche froide. Dès le début, à cause d'un nouvel élément, l'audience est reportée d'1 an. La famille se retrouve à nouveau dans l'attente, sans la conclusion dont elle a désespérément besoin. Il faut savoir que les 3 accusés ne sont pas dans la nature. Au moment où le procès devait se tenir, ils étaient déjà en prison, en train de purger des peines pour d'autres affaires. Ça donne une idée du profil des individus déjà bien connus des services de police pour des faits de violence. Finalement, ce témoignage nous laisse sur une question en suspens, une question profonde. Après avoir survécu à une telle épreuve, après avoir vu sa famille traumatisée à vie, est-ce qu'un verdict de tribunal peut vraiment réparer quelque chose ? Cette histoire, elle nous force à nous demander ce que signifie vraiment le mot justice, au-delà d'une simple peine de prison. Et cette question, pour l'instant, reste ouverte.